La journée s'achève et vous avez entendu d'éminents spécialistes. Et c'est maintenant un généraliste qui va s'adresser à vous et qui va vous faire part de sa trop longue, sans doute, expérience de professeur dans le secondaire, en école normale et à l'inspection. Faut-il faire de la grammaire? Certainement. Je n'ai pas du tout envie de me fâcher avec Marc Wilmet, et donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas enseigner la grammaire pour la grammaire. Cependant, il importe pour moi de ne pas faire que de la grammaire. L'éducation vue par la doxa marxiste prétendait ne pas vouloir former des musiciens ou des peintres, mais que chacun entende avec l'oreille d'un musicien et voit avec le regard d'un peintre. Il s'agirait pour nos élèves et nos étudiants non pas de devenir des grammairiens, mais d'en adopter la posture, d'en avoir le réflexe. Et comme le rappelle d'ailleurs Marc Wilmet lui-même dans l'avant-propos de sa grammaire critique, son projet de longue date était, je cite, de faire descendre la réflexion authentiquement linguistique vers les classes. Je me souviens pour ma part d'une formule des années 80, la grammaire du « comment ça marche », plutôt en un mot, plutôt en deux mots, que la grammaire du « comment ça s'appelle ». Et cela rejoint d'ailleurs des problématiques reprises par certains d'entre vous en réponse au questionnaire préparatoire. Je cite encore « Quelle analyse de phrase pour quel savoir? Comment refonder cette pratique pour qu'elle permette, 1, de développer les compétences communicationnelles des élèves, 2, de développer une réelle compétence métalinguistique, qu'elle soit un outil pour penser la langue. Ou encore, ne trouvant pas d'endroit où donner un exemple de problème, c'est ici que je fais part du problème que je considère comme majeur. C'est celui du non-transfert des savoirs relatifs au système linguistique dans les pratiques de communication verbale, écrite ou orale. » Chers collègues, c'est une observation triviale. Beaucoup d'enseignants, et pas seulement de français, se plaignent. Les élèves apprennent des règles, font des exercices, et puis ne réinvestissent pas ces acquis. Mais combien de professeurs agissent d'eux-mêmes et juxtaposent dans leur séquence d'enseignement activité grammaticale et compréhension de texte? On voit les structures de phrases en leçon de grammaire, et puis on n'en reparle pas ailleurs dans le cours. Il y a quelques années, une équipe franco-romande avait observé des enseignants travaillant le même texte d'opinion devant leur classe habituelle. Constat, dans cette activité, la moitié des professeurs ne recouraient pas du tout au métalangage. Les manœuvres d'évitement étaient nombreuses. On entendait ainsi des mots style premièrement, deuxièmement, troisièmement, ou bien le mot par exemple. La grammaire n'a de sens que si elle conduit vers une meilleure compréhension du discours, oral, écrit, vers l'intelligence de la langue, de son fonctionnement, de son système. Et la grammaire, en tout cas dans le cadre scolaire, n'a de sens que si elle rend la langue intelligible. Et de ce point de vue, on peut s'interroger sur le rendement de la démarche inductive. Je suis invité à observer un phénomène, je découvre une notion, la règle qui la régit, je fixe avec des exercices d'application répétés, le plus souvent structuraux, on vérifie ce que j'ai retenu de ces définitions et de ces règles, souvent compliquées, et puis on a montré suffisamment que ce type de démarche n'était vraiment productif que pour ceux qui maîtrisaient déjà les notions. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'acquisition, mais de renforcement. Et que, surtout, ce type d'apprentissage est fort peu efficace, on l'a encore rappelé tout à l'heure, pour améliorer les compétences en lecture et peut-être surtout en production d'écrit. Ces constats sont concordants. On a évoqué ce matin le dernier rapport général de l'inspection, celui de 2012, que vous pouvez consulter d'ailleurs sur le même site enseignement.be qui a été cité tout à l'heure. Et ce rapport souligne les progrès à accomplir en compréhension de texte et relève surtout l'intérêt de mieux articuler les apprentissages langagiers et la lecture. Et de même pour l'écrit, où il est rappelé
on ne peut progresser qu'en écrivant beaucoup. Et on sait que c'est loin d'être répandu dans toutes les classes. Ce faisant, je sais qu'on s'éloigne de Chomsky qui distinguait parole et compétences linguistiques. Mais le propos n'est pas seulement de développer par la pratique des capacités de compréhension et d'expression, mais d'y ajouter, ou plutôt d'y intégrer, une analyse réflexive. Et puis-je insister là-dessus avant d'en venir à des propositions concrètes. Transmettre un savoir scolaire ou un savoir expert, dans l'espoir de changer les pratiques, aboutit souvent à des résultats décevants qui transforment les salles de profs et les forums sociaux en murs des lamentations. Vous avez sans doute eu écho de la double recherche récente analysant les causes et les conséquences du redoublement en troisième maternelle. Celle menée par Bernard Ray et son équipe de l'ULB était particulièrement intéressante. L'hypothèse générale de la recherche était que les enseignants pratiquent le redoublement parce que, selon leur représentation, le maintien en troisième maternelle est efficace. Et comme, selon le cadre conceptuel des chercheurs, les représentations et les pratiques s'engendrent mutuellement, il suffirait de travailler au changement des représentations pour obtenir un changement des pratiques. Après la première année de la recherche, il est apparu que l'hypothèse ne tenait pas. Est alors décidé un tournant méthodologique. L'hypothèse devient changer les pratiques pour changer le regard des enseignants sur les apprentissages de l'enfant et par suite changer leur posture. Et en effet, dans la seconde année de la recherche, on constate que les enseignants ont utilisant des outils qui leur avaient été fournis par les chercheurs, ont utilisé l'observation de l'enfant non pour juger de son aptitude ou plutôt de son inaptitude, mais pour comprendre le cheminement de l'élève face à la tâche et adapter en conséquence leurs gestes pédagogiques. Et pour la suite, je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à lire cette recherche passionnante sur le site enseignement.be. Il est donc important d'habituer, dès leur période de formation, les normaliens à recourir aux ressources métalinguistiques dans les activités de réception et de production. Et j'ajoute que, sans doute, le meilleur exemple peut leur être fourni par leur propre formateur, ne fût-ce que par souci d'isomorphisme. Utiliser la grammaire à des fins d'élucidation d'un texte, lui donner donc un rôle heuristique, c'est mettre en évidence son utilité de façon pratique. Et c'est aussi contribuer à diffuser un métalangage progressivement partagé. Mais les aspects purement grammaticaux, et on en a parlé au moins dans un atelier tout à l'heure, du moins de ce qu'on appelle parfois la grammaire de phrase, ne suffisent pas. Doit s'y intégrer la grammaire de texte, qui démontre les mécanismes assurant cohésion et cohérence aux énoncés. Une grammaire qui s'inscrit dans une situation de communication, une grammaire de discours. Ma conviction profonde est que la compétence grammaticale, au moins en pratique scolaire, ne peut se réaliser pleinement que dans un cadre de référence élargi, celui de la compétence discursive. Travailler la situation d'énonciation d'un texte en répondant aux questions qui parle, à qui, quand, où, etc., c'est rechercher des indices, en particulier des déictiques, des embrayeurs, peu importe. Travailler l'organisation. Travailler l'organisation, c'est rechercher des connecteurs. Et combien d'erreurs de compréhension proviennent d'un mauvais repérage des procédés de reprise, ça a encore été rappelé tout à l'heure. Mais la mobilisation de ces savoirs en situation problématique suppose des apprentissages réguliers et explicites. On a suffisamment dit que le développement des compétences, la construction, dit-on maintenant, des compétences, requérait la mise en place de situations d'apprentissage. Mais en français, et je pourrais dire en langue vivante, qu'elle soit première ou seconde, ces situations sont naturellement présentes dans les activités de communication, pourvu qu'elles intègrent et orchestrent
les savoirs, savoir-faire et autres routines observées, formalisées par ailleurs. Comme vous le savez, l'évaluation externe non certificative 2010, la dernière donc, destinée à la deuxième année du secondaire, a porté sur la lecture et la production d'écrits. En lecture, le score moyen était de 58%. Et parmi les textes proposés, parmi les 3 textes proposés, Sentinelle, un texte tiré d'un ouvrage de Frederick Brown, l'inspirateur de Star Trek. Il s'agit d'ordre d'une traduction, on peut le regretter d'ailleurs. On a même traduit le prénom de l'auteur. Si vous regardez le document, Frédéric est devenu Frédéric. Eh bien, ce texte a posé des problèmes insurmontables à beaucoup d'élèves. Score moyen de 43%. Sur 14 items, seuls 2 sont réussis par la moitié des élèves. Ce texte est assez court, il tient sur une page, 400 mots, un peu plus de 2000 caractères. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le faire passer maintenant, nous n'avons plus le temps. Mais plus sérieusement, je suggère à ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, de proposer ce texte et le questionnaire qui l'accompagne à leurs étudiants normaliens, et puis de leur faire corriger en croisé les copies, en respectant les consignes de correction de l'épreuve d'évaluation. C'est un vrai exercice de formation professionnelle qui convient parfaitement aux ateliers homonymes, avec l'appui des maîtres de formation pratique qui connaissent bien le fonctionnement de ce type de correction et d'évaluation. Ça vaut en tout cas, ma réflexion vaut en tout cas pour les sections normales primaires et secondaires, mais je pense évidemment en primaire au continuum pédagogique, mais je suis persuadé que ça pourrait être aussi utile de travailler cela en TP ou en séminaire universitaire, pour la même raison. Je suis persuadé que l'analyse de leurs résultats, la lecture des commentaires et pistes didactiques dérivées de l'épreuve développerait leur capacité métacognitive. Et l'on sait l'importance de la métacognition, ça a encore été rappelé tout à l'heure, pour l'apprentissage. Diagnostiquer les erreurs des élèves, c'est bien, mais c'est un peu faire le travail à leur place, surtout pour des futurs enseignants. Travailler l'auto-évaluation, c'est mieux. Je serais heureux personnellement d'avoir un écho d'ailleurs de l'exercice s'il est réellement pratiqué dans les classes, pourquoi pas. Une dernière réflexion, votre